Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, c'est vendredi, vous êtes en direct, donc on est avec un plateau fabuleux comme toujours, hein. Un très beau plateau qui vient à peine d'arriver d'ailleurs, donc c'est pour ça que là je suis en train de suer des gouttes, hein. Les gens viennent à peine d'arriver, il y a de la neige, les gens n'arrivent pas à se garer, bon bah c'est comme ça. Donc aujourd'hui on va parler de sujets de prédilection de nos invités, donc c'est la pédocriminalité, l'État contre les associations catholiques, le transhumanisme, la GPA, le nouvel ordre mondial. Il y aura beaucoup de choses sur lesquelles on va débattre. Alors j'ai avec moi notre ami Alain Escada, à ma droite. Vous le connaissez tous, il est responsable catholique, ancien président, président de l'ancien Civitas plutôt. On l'aime beaucoup, tiens, moi j'aime beaucoup Alain Escada. Il nous a parlé de sujets hautement nocifs et controversés. La parabiose hétérochronique. Voilà, le vrai nom de... l'adrénochrome. Voilà. Comment on dit déjà ? Parabiose hétérochronique. Voilà. Bon, c'est bien passé le voyage ? On pourra d'ailleurs en parler. Le voyage c'est bien passé. Un Thalys qui évidemment avait un grand retard compte tenu du froid, et ça me fait toujours rire quand on entend nos dirigeants dans toute l'Europe et encore au forum de Davos, Zelensky appeler les nations européennes à s'engager dans la guerre contre la Russie. Quand on n'est pas capable d'acheminer à heure et à temps des trains lorsqu'il y a moins 5 degrés et 2 cm de neige, comment fera-t-on pour acheminer un charroi de chars et de canons jusqu'en Russie avec les pauvres moyens du bord, je me le demande. Ça c'est sûr, je pense. Je pense que ça va être compliqué. Donc Zelensky a du souci à se faire. Voilà. À votre droite, vous avez la sublime, la magnifique, la très en beauté Claire Gabriel, lanceur d'alerte. Elle a écrit l'excellent livre qui, j'espère, deviendra un film, Écran de fumée sous l'emprise d'un sociopathe. Ah bon, c'est parti. C'est parti pour... Ouais, je suis en contact actuellement avec John Paul Rice, un producteur américain, par le biais de Anne Kuluka, que tu connais. Oui. Survivante des réseaux pédocriminels. Et c'est à voir pour éventuellement l'adapter en film, mon histoire. Il faudrait que ce soit vous l'actrice. L'actrice, non, je ne rejouerai pas cette mais si. histoire. Non, déjà qui pourrait jouer votre rôle, tiens? J'en ai aucune idée, alors là. Bonne question, je ne sais pas. Genre Scarlett Johansson, tiens, je vous verrais bien ça. Non, elle est blonde, je suis brune. Non mais c'est pas grave ça. En plus, j'ai les cheveux bouclés, elle a les cheveux lisses. Non mais oh là là. Bon, en tout cas, je suis très content de vous avoir. Merci à toi de m'inviter. Et c'est un plaisir. Et pareil, en plus, je suis très contente de revoir Myriam et de découvrir les deux autres personnes ce soir. Ben oui, et tu découvriras notre ami Kentra, qui est youtubeur, qui fait du journalisme, qui est journaliste youtubeur, qui fait des interviews excellents. Il a 20 ans, il fait d'excellentes interviews, et en plus il fait du micro-trottoir, et il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Comment ça va ? Comment ça se passe là, le voyage ? Parce que vous venez de Perpignan. Ah ouais, très loin, très loin. J'ai pris l'avion, pas très écologique. Ah. Parce que carbone, ça va mal se passer. Voilà, on a quand même des invités qui font des efforts. Ils prennent l'avion et ils viennent à 17h45 de Perpignan. Voilà, quand même, quoi. Donc là, bravo. Je suis un bon élève, Voilà, en plus, la veste, le blazer vert, le petit col roulé, la pochette, voilà, beau gosse. Rien à dire, voilà, bon, ça c'est... Voilà, la classe masculine. C'est un plateau misogyne. J'ai compris. Et évidemment, la sublime, la grandiose Myriam Palomba, journaliste, qui aujourd'hui va faire un édito très corrosif. Là, je l'ai un peu lu, c'est très corrosif. Comment ça va ? Ça va super, c'est vrai que je viens beaucoup moins loin que les autres invités, mais j'ai quand même mis beaucoup de mal à venir et franchement, c'est quand même assez désespérant qu'un pays comme la France, dès qu'il neige un peu, ça c'est vrai, hein, c'est fou ça. Hein. Ah ouais, c'est une véritable galère. Pourtant, j'avais vu large, hein. J'avais vraiment Combien de temps ? J'ai mis 1h30 pour venir, alors que d'habitude, je mets... Pour te faire 5 km, quoi. Ouais, 15, et d'habitude, je mets 30 minutes. Et en plus, si les policiers m'entendent, je me suis mal garée, donc...
Vous pouvez éviter d'embarquer ma voiture. Oui, donc n'embarquez pas la voiture de Myriam Palomba. Elle en a besoin pour retourner chez elle. C'est ça. Voilà. Bon. En tout cas, j'espère que cette chronique-là, j'espère que tu vas donner aujourd'hui. Bah, j'espère qu'elle vous plaira. Mais bien sûr, la dernière était excellente. Merci. Brillante même. Merci. Ah, c'est Voilà. gentil. Bah oui, comme toujours. C'était du Danny brillant en fait. Oh non. Bonjour. Bon, là, on est détente, hein, c'est vendredi, on est avant le week-end, donc on est vraiment détente. Fallait que tu t'arrêtes à brillant. Bon, cher Alain Escada, où ça en est là avec Civitas Alors là, aujourd'hui, hic et nunc, je suis président non pas de Civitas, mais de Civitas International. Oui. Donc, quelle est la différence? La différence, c'est que Civitas International n'a pas son siège en France et que donc Civitas International échappe totalement à toutes les formes de pression de Darmanin et consorts. Donc c'est une façon évidemment de s'organiser pour pouvoir continuer nos activités et disons librement et puis le faire aussi au-delà des simples frontières de l'Hexagone. Aujourd'hui, Civitas International est présent en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal et même au Mexique et au Liban. Donc, vous voyez, du coup, voilà, c'est vrai que la publicité que nous a fait Darmanin involontairement nous a au moins permis de développer tous nos réseaux en France, mais aussi à l'étranger et même sur d'autres continents. Donc ça, c'est le bon côté des choses. C'est vrai que quand on fait 20 jours de suite, disons, une place importante dans les médias, on est vomi, mais en étant vomi, évidemment, on parle de nous, ça a l'avantage quand même effectivement de faire connaître le mouvement. Mais on voit quand même que l'État républicain, hein, je le précise, aime s'attaquer au catholicisme, Civitas, Academia Christiana, l'école privée Stanislas. Oui, pourquoi, d'après vous? Je pense que Emmanuel Macron a été assez clair le jour de son discours pour les 250 ans du Grand Orient de France. Il a insisté longuement et en détail sur les liens qui sont intrinsèques entre la République française, non pas la France, mais la République française, laïque et maçonnique. Il a bien insisté sur le fait que la franc-maçonnerie était intimement liée à la République et que donc, qui s'en prenait à la franc-maçonnerie s'en prenait à la République. Donc, cet aveu sans précédent, on savait tout cela, mais jamais un président de la République n'avait été aussi clair sur la chose. Quand on voit ensuite que les crèches sont interdits sur l'espace public à Noël, qu'on déboulonne des statues de la Sainte Vierge, de Saint-Michel, de Saint-Louis, mais que l'on organise quand même pour la première fois aussi une cérémonie de Hanouka à l'Élysée. On franchit quand même toute une série de stades. Qu'avant. Ah oui. Ça c'est tout nouveau. Ça, c'est tout nouveau. Parce que maintenant, les crèches, je me rappelle, sous Hollande, on essayait de les bannir quand même. Bien sûr. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait l'offensive anticatholique, mais on ne donnait pas en plus cette impression que c'est en France tout sauf les catholiques. Voilà. Tandis que maintenant, les choses sont claires. Pas de place pour les crèches de Noël, pas de place pour les statues catholiques, mais on fête la fin du Ramadan à la mairie de Paris et on fête Hanouka à l'Élysée. Le champ est dégagé. C'est les catholiques qui gênent cette République. Et effectivement, tout ça, on peut dire que c'est dans la suite logique de 1793. La République française, Emmanuel Macron et même ceux qui sont dans l'opposition comme Mélenchon et compagnie, de Vincent Peillon à Mélenchon, ils ont depuis plusieurs années le même discours. Ils se disent les héritiers de Robespierre, ils disent qu'il faut achever la Révolution française. Et là, on voit bien qu'effectivement, l'idée, c'est de mettre les catholiques nés en terre. Est-ce que la laïcité est une religion dorénavant?
Elle se présente comme telle. Elle a sa liturgie, elle a ses dogmes, elle a son clergé. Oui, absolument. La République apparaît désormais comme une religion alternative aux ordres du régime, et elle fera place ultérieurement à une religion mondialiste qui se dessine au Forum économique mondial de Davos avec Schwab et consorts. C'est d'ailleurs amusant d'avoir vu durant cette session de 2024 du Forum économique de Davos, une chamane venir souffler dans le nez des dirigeants du Forum économique mondial. C'est quand même tout à fait surprenant. On ne peut pas, au Forum économique mondial de Davos, même au cours de la table ronde sur les religions, on ne peut pas parler de Dieu, on ne peut pas parler de religion. Donc, a fortiori, on ne peut pas parler de Jésus-Christ, mais par contre, on fait monter sur scène une chamane d'Amazonie qui fait des incantations et puis ensuite passe en revue les responsables à la tribune et leur souffle dans le nez en professant des incantations. C'est assez amusant. Est-ce que le mondialisme, ça je le dis souvent dans une émission qu'on appelle Bistro Liberté, que je salue, je les salue, je dis souvent que le mondialisme, c'est un peu le prolongement de la République des Lumières. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le prolongement, je dirais que c'est... Ou un bras armé ? Je pense que le mondialisme va beaucoup plus loin que la Révolution française, la République... Oui, mais j'ai l'impression que le mondialisme les prémices viennent de la Révolution. Et l'ont dépassé. On pourrait dire qu'effectivement, le mondialisme a trouvé toute sa force et sa dynamique à travers la Révolution française, mais le mondialisme a largement dépassé cette origine pour aller beaucoup plus loin dans l'ensemble des nuisances. Voilà, désormais, le mondialisme est totalitaire. Le mondialisme a cette ambition de ne vous laisser aucun élément de votre vie privée qui lui échappe. Le mondialisme veut venir voir ce qui se passe dans votre maison, et dans votre chambre à coucher, dans votre voiture, au cours de vos vacances, sur votre smartphone. Le mondialisme ne veut vous laisser aucune plage intime. Et ça, c'est quand même une évolution toute nouvelle par rapport à la Révolution française, mais aussi parce que le mondialisme a à sa disposition des nouvelles technologies qui permettent de reléguer Staline au niveau des enfants de cœur. C'est quand même ça la grande réussite de Schwab et consorts, c'est qu'ils nous vendent aujourd'hui un modèle qui peut être comparé à l'URSS 2.0 et que ce modèle fonctionne sur base d'une stratégie de la peur savamment entretenue, de telle façon qu'il obtient encore en plus le consentement d'une grande part de l'opinion publique, avec par exemple le covidisme ou avec la stratégie de la peur sur le réchauffement climatique, etc. Le lavage des cerveaux est tel qu'on assiste quand même à une ingénierie sociale tellement bien rodée qu'elle provoque le consentement d'une grande partie de l'opinion publique par manipulation, et ça c'est quand même extrêmement inquiétant. Justement, vous avez manifesté contre le pass sanitaire, vous avez tous les amis de Civitas qui étaient présents, je me rappelle bien. Est-ce que le contrôle, c'est l'objectif numéro 1 de ces gens, des mondialistes ? Je pense, non, ce n'est pas son objectif, mais c'est son moyen principal. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, l'objectif du nouvel ordre mondial, bien sûr, c'est d'instaurer la gouvernance mondiale et donc d'éliminer les nations. C'est de donner aux multinationales et aux grands organismes de type Forum économique mondial de Davos, Bilderberg, Trilatéral, Club de siècle, etc., un pouvoir de plus en plus important. C'est de dessiner les lois au-delà des nations. C'est de donner à toute une clique de multimilliardaires et de banksters le pouvoir supérieur à ceux des dirigeants politiques officiels.
C'est aussi, j'insiste là-dessus, aujourd'hui un plan de dépopulation. Je pense qu'on ne comprend pas le nouvel ordre mondial aujourd'hui si on n'a pas en tête que l'objectif fixé par les milliardaires qui sont à la tête de tous les organismes décisionnels les plus importants ont défini qu'il fallait que la population ne dépasse pas 1 milliard d'individus sur la planète. C'est un objectif qui n'est pas daté, mais qui est, qui est fixé. Et on peut dire aussi que pour faciliter cette dépopulation, il faut par ailleurs mettre en place un plan d'appauvrissement des populations. Et ça, on peut facilement l'observer également. Donc, par contre, le contrôle de chaque fait et geste de tous les individus sert évidemment justement à faciliter ces plans. À partir du moment où on sait tout de vous, on peut aussi tout vous imposer. Et donc, on l'a vu évidemment avec 2 ans et demi de covidisme, c'est que tout a été mis en place, tous les outils ont été mis en place pour vous suivre à la trace, les applications sur votre téléphone portable, demain le QR code pour les Jeux Olympiques, c'est la suite logique. Après-demain, c'est évidemment les caméras avec système de reconnaissance faciale pour mettre en place le système de crédit social à la chinoise, qui est à la fois promu au Forum économique mondial de Davos par Klaus Schwab et à l'Union européenne par Ursula von der Leyen. Tout ça est désormais bien rodé, peut-on dire. Le calendrier peut parfois prendre un peu de retard. On peut penser par exemple au retard qu'on a vu sur le plan ID 2020, identification numérique. Voilà, ils ont du retard, mais le plan a bien avancé. Et donc, pour la mise en place d'un crédit social planétaire, peut-être ont-ils quelques retards, mais on y va tout droit. Mais c'est parce que c'est bien rodé que les Français ont globalement étaient derrière. Enfin, il n'y a pas eu de vraie révolte. Alors certes, on a manifesté, mais on ne peut pas dire qu'on était 15 ou 20 millions dans la rue, quoi. Alors, c'est parce que c'est bien rodé, c'est aussi surtout parce qu'il y a une excellente maîtrise par les mondialistes de la psychologie des foules. Et je note d'ailleurs que lorsque des dirigeants ont commencé à travailler depuis maintenant près de 20 ans sur l'accélération du projet de transhumanisme, ils ont notamment insisté à un moment sur le fait que la santé est un élément essentiel pour obtenir le consentement des populations sur la mise en place de mesures liberticides. Dites que c'est au nom de la santé que vous prenez ces mesures liberticides et une grande partie de la population cède immédiatement. Et là, ça a été vraiment parfaitement bien orchestré durant ces 2 ans et demi de Covid. On a quand même commencé par vous montrer des images de Chine où on mettait des corps dans des sacs de plastique en vous disant que demain, dans les rues de Paris, vous alliez voir des camions remplir tous les matins leur plateforme arrière de corps de personnes décédées. Or, tout ça n'a jamais existé. On n'a jamais connu des charrettes de personnes mortes que l'on entassait. On n'a pas connu la peste telle qu'elle a été vécue au Moyen-Âge. Mais on a parfaitement culpabilisé les gens qui avaient des hésitations. On a ostracisé tous ceux qui entraient en dissidence. On a terrorisé les enfants dans les écoles. Je me souviens quand même de cette période où finalement on disait aux enfants si vous ne vous faites pas vacciner et si vous n'encouragez pas vos parents à vous faire vacciner, vous allez être responsable de la mort de vos grands-parents. Vous êtes des criminels en puissance en appartenant au clan des non-vaccinés. Et ça quand même, c'est un terrorisme intellectuel à grande échelle qu'on n'avait jamais vu.
On mettait aussi les grands-parents de côté dans la cuisine. Quand c'était encore dans la cuisine, parce que dans les EHPAD, c'était bien pire. Soit on leur donnait du Rivotril pour, en fait, accélérer leur décès pour pas qu'ils meurent du Covid. La logique était implacable. Vous savez que je remarque d'ailleurs, quand je marche dans les rues de Paris, que de moins en moins de cette génération née avant-guerre est aujourd'hui présente. Je pense qu'on a fait un grand nettoyage démographique sur J'ai cette impression aussi. frange de personnes âgées. Et puis de toute façon, cette dépopulation, elle ne fera que s'accroître, évidemment. Bon, voilà, on voit bien de plus en plus de gens qui sont frappés d'effets secondaires. Le corps officiel de médecine, l'OMS et les ministres de la Santé qui se succèdent peuvent bien le nier, mais toute personne a bien dans sa famille ou dans ses amis proches des échos de gens qui vivent avec des effets secondaires ou sont morts d'effets secondaires. Et donc, c'est un mensonge d'État que de le nier. Nous avons d'ailleurs tourné avec notre amie Myriam Palomba, il y a quelques jours, là, place de la Bourse, des familles de victimes. Oui, vous étiez devant le siège de l'AFP. Devant le siège de l'AFP. Et d'ailleurs, vous savez ce que nous ont dit les familles de victimes? Que les journalistes de l'AFP venaient les photographier et riaient. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas du tout. C'est quand même une caste qui a un profond mépris pour le pays réel. Voilà, pour le coup, je considère que tous les gens qui sont des victimes, tous les gens qui sont des dissidents, vraiment sont ce que j'appelle moi le pays réel. Et effectivement, dans cette caste médiatique, il y a quand même un profond dédain pour la France d'en bas. Il y a un profond dédain pour les Gaulois réfractaires, pour les sans-dents, pour tous ceux qui sont la basse classe par rapport à l'oligarchie, à l'élite. Dites-moi, parce qu'on parle souvent de... bientôt, t'inquiète pas. On parle souvent de... Ah, tu m'as fait ça, non? Non, pas du tout. Ah, je pensais. Ah non. Je m'excuse, chère Myriam. Je m'excuse, chère Myriam. Alors là, je suis tellement désolé. Pardon, évidemment. Je remarque qu'on parle beaucoup d'État profond, de gouvernance mondiale, mais je voudrais vraiment votre définition, parce que je remarque aussi une chose, que même parmi nous, on a des définitions totalement différentes en réalité. Quelle est la vôtre? De l'État profond? Oui. L'État profond, à mon sens, c'est l'ensemble des forces nuisibles mondialistes qui tentent de manipuler l'opinion publique pour mettre en place leur système totalitaire. Mais, très bien. Mais alors, du coup, qui sont-ils exactement? Ah, qui? Non, mais c'est-à-dire que non. C'est-à-dire, enfin, quand je dis qui, c'est-à-dire où se placent-ils? Est-ce qu'ils sont un État dans l'État, comme disait Richelieu? Est-ce que c'est plutôt dans ce sens-là, ça que je veux dire? Ils sont au-dessus des États, plus puissants que les États. Je pense qu'aujourd'hui, Est-ce que, par exemple, ces organisations supranationales, type ONU, OMS, OTAN, est-ce que c'est peut-être ça aussi, un État profond? Disons que ce sont des outils de l'État profond. Mais à mon sens, le véritable État profond, il se situe vraiment dans le monde de la haute finance. C'est avant tout une série... C'est Wall Street, le Nasdaq, c'est Bill Gates, c'est Zuckerberg, c'est Rothschild, c'est Rockefeller, c'est le patron de Pfizer désormais qui a intégré aussi ce club des milliardaires influents. C'est toute une série de gens qui ont pour point commun de faire partie d'un club privilégié de milliardaires qui adhèrent à un projet mondialiste, qui considèrent que leur puissance financière doit leur permettre d'imposer au monde politique leur volonté. Que désormais, un président de la République, un roi, un Premier ministre, ne sont que des exécutants, somme toute, des polichinelles, des marionnettes d'un système qui a déjà tout décidé ailleurs. Et du reste, on le voit avec le Bilderberg, où un carton d'invitation au Bilderberg, lorsque vous êtes une personnalité politique, est quasiment la promesse d'une promotion fulgurante. Quel Premier ministre, quel président n'est pas préalablement passé au Bilderberg avec un carton d'invitation VIP? Je
je pense que voilà, tout ça n'est pas le fruit du hasard. Et les volontés, c'est quoi? C'est une forme d'être une forme prométhéenne? Ah oui, Ça bien sûr. Hein. Il va de soi que pour cette caste mondialiste, l'idée c'est d'être c'est d'être Dieu à la place de Dieu. C'est de pouvoir tout se permettre. Et le phénomène Epstein n'en est qu'une illustration parmi d'autres. Tout se permettre. Considérer qu'il n'y a plus aucune loi, aucun code social, aucune norme quelconque qu'ils ne peuvent transgresser. Vous avez parlé du phénomène Epstein. Pourquoi Parce que je pense la pédocriminalité est-elle aussi une forme de moyen dorénavant? Bien sûr. Elle est un moyen pour tenir des gens. Elle est aussi une illustration de cette impression qu'ont ces gens-là de pouvoir tout se permettre, que rien ne leur est interdit. Voilà, il suffit de voir le nom des personnalités dans le carnet de vol du jet privé de Jeffrey Epstein menant à son île personnelle, privée, pour se dire que de quasiment tous les continents, des personnalités de premier plan du monde politique, du monde des affaires, du monde des médias, de la magistrature, ont pris cet avion pour aller passer quelques moments particuliers. Et donc, c'est cette démonstration que, de nouveau, cette oligarchie, cet État profond, ces milliardaires qui sont au-dessus de tout, eh bien, ils peuvent subjuguer tous ceux qui ensuite vont être des personnages clés de la mise en application de leur plan. Voilà. Et est-ce qu'il y a une forme de résistance des États-nations? Alors, je m'explique. Pour le coup, je vais prendre un argument qui est très intelligent de notre amie Myriam Palomba, qui explique que les Russes et les Chinois, dans le fond, sont aussi mondialistes parce qu'ils mettent en place aussi des systèmes de contrôle. Donc, est-ce qu'il existe malgré tout une forme de résistance d'États-nations? Ou c'est juste les peuples, en réalité, qui peuvent... À mon sens, il y a une guerre des mondialistes entre eux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modèles mondialistes qui s'opposent les uns aux autres, mais les BRICS ne sont jamais qu'une autre forme de mondialisme. La Chine, elle le montre en étant la nation qui a mis la première en œuvre le système de crédit social, qui ensuite est appliqué par le Forum économique mondial de Davos, qui est quand même censé regrouper toute une série de nations plutôt extrêmement libérales. Donc on voit que tout ça n'a en fait aucune espèce d'importance. Les seuls résistants par rapport au mondialisme, ce sont effectivement les peuples, des organisations, des associations, des mouvements, des médias dissidents, mais ce ne sont jamais des nations pour l'instant. Aucune nation n'échappe d'une façon ou d'une autre au schéma de l'une des formes du mondialiste. Et du reste, il faut se souvenir de ces propos de Jacques Attali au cours d'une réunion de l'une de ses officines, où il disait « Si on ne peut pas bloquer la montée des populismes, alors il faut en prendre le contrôle. » Et c'est exactement ce que nous observons. Vous pensez à qui? Aux Mélanie, aux Marine Le Pen? À tous, sans exception. Sans exception, vous pouvez passer en revue tous les mouvements dits d'extrême droite ou populistes ou nationalistes, peu importe le nom que l'on leur donne, mais ils sont désormais tous déjà sous contrôle. Aucun n'y échappe. Merci à vous, cher Alain Escada. On va passer au grand débat. Et là, je pourrais écouter la voix sublime de notre amie Myriam Palomba. Mais avant ça, la petite annonce. Il ne faut pas avoir peur.